Bonjour, nous accueillons aujourd'hui 3 auteurs de la maison d'édition Dricot. Ils sont réunis autour d'un thème commun qui est la musique et les mots. Donc nous allons discuter et voir ensemble comment, sous leur plume, ils ont uni ces deux notions de musique et de mots. Nous allons commencer avec Rebecca Niquet. Bonjour. Bonjour. Donc Rebecca nous présente ici un roman dont d'emblée le titre, mais aussi sa structure romanesque, invite ce lien entre la musique et les mots, puisque le titre de votre ouvrage, c'est Requiem à deux voix. Ce Requiem, tout comme l'œuvre musicale de ce nom, est un hommage posthume aux deux personnages principaux, les deux voix. Nous avons la première voix, qui est un homme plutôt rêveur, poète, fervent mélomane, qui est à la recherche de l'amour, avec qui partager sa passion de l'opéra. Ensuite, la deuxième voix, la voix de la femme, qui va plutôt s'exprimer à travers un carnet de notes de petits bonheurs et de quelques échanges épistolaires. Dans ce roman, Rebecca, c'est la musique dans son dialogue avec les mots, mais aussi avec la peinture, en fin de compte, qui va servir de cadre de référence à votre histoire. Et on a comme l'impression que les arts vont s'emboîter et s'imbriquer jusque dans leur structure. Vous commencez d'ailleurs votre roman par un prélude en musique, donc toujours la référence à la musique. Un prélude, c'est une forme instrumentale libre qui sert d'introduction. Et nous voyons donc clairement votre volonté de relier la musique à votre roman. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. En fait, prélude, c'est l'introduction à la première partie, celle qui traite donc des mémoires posthumes de ce poète inconnu, peintre à ses heures perdues, Benoît Roussel. Et donc, comme c'est un mélomane passionné, l'idée m'est venue immédiatement d'utiliser plutôt prélude qu'avant-propos ou introduction. Et donc, en fait, la musique va accompagner ce personnage tout au long de sa vie, va dans tous les moments les plus importants de son existence. D'ailleurs, cette musique, il la découvre très rapidement dans sa jeunesse, grâce à l'invention de la radio, à l'arrivée de la radio dans sa famille. Et il va pouvoir écouter, découvrir des opéras, de la musique classique, mais aussi les rengaines et la musique légère de l'époque, puisqu'en fait, il est né en 1923, et c'est à partir de 1930 que la musique vraiment s'invite dans sa vie, et va l'accompagner donc au rythme des saisons, au rythme des fêtes, de tous les moments importants de son existence. Cette musique qui va lui être révélée aussi, surtout les grands compositeurs classiques, grâce à un de ses professeurs qui possède une musicothèque vraiment très importante, des milliers de 78 tours. Et c'est là qu'est la révélation pour lui, notamment de la symphonie du Nouveau Monde. Et cette symphonie du Nouveau Monde marquera aussi ces moments importants. Et donc c'est vrai que tous les moments heureux, mais aussi les moments difficiles, parce que la musique lui permet de dissiper ses inquiétudes, de retrouver confiance en lui, d'oublier ses soucis. Et donc, il partage aussi cette passion avec la femme qu'il va rencontrer. Mais aussi, un jour, il découvre une autre passion, c'est la peinture. Et malgré cela, la musique va continuer à l'accompagner puisqu'elle va lui servir d'inspiration. Et dans ces tableaux, notamment, il va faire référence à Tchaïkovski, à Debussy avec l'après-midi d'un faune, à Paderewski, etc. Et pour les fêtes, Noël, pour lui par exemple, c'est aussi une fête très très importante parce qu'il a découvert Jésus que ma joie demeure lorsqu'il était en Alsace, dans un petit village où on a fêté Noël dans une église et c'était vraiment un moment enchanté. Et là aussi, ce morceau va le suivre toute sa vie durant. Et à la fin de cette première partie, s'impose à mon esprit le contralto pour introduire la deuxième partie, puisque contralto, c'est une des voix les plus graves des femmes, et c'est celle donc de celle qui sera son épouse, et qui veut également, elle, imposer sa voix et raconter sa version des faits par rapport à Benoît, donc ça c'est Rosalia. Et Rosalia, en fait, elle, c'est quelqu'un de très différent de Benoît, qui est un être fantasque, poète, rêveur,
artiste, et elle, c'est la femme qui est dans le concret, le réel, qui a dû survivre parce qu'elle était juive et qui a donc survécu à l'Holocauste et qui a connu beaucoup de moments très difficiles dans sa vie. Donc c'est une battante, et la musique, elle n'en avait pas vraiment de connaissance jusqu'au moment où elle rencontre Benoît. Et qui va lui faire découvrir et avec qui il va partager sa passion. Certainement, surtout au début, il initie aux symphonies, à la flamboyance d'un opéra, au lied de Schubert. Et puis, le problème, c'est que ces deux personnalités très fortes et très différentes vont finir par ne plus s'entendre. Et à la fin, ce qui lui semblait intéressant, enfin, tout ce qui intéressait Benoît, tout ce qui lui plaisait, elle, ça commence à le repiler, et finalement, elle ne peut plus supporter cette musique qui est la passion de son mari, qu'elle commence à ne plus supporter non plus. On va peut-être aussi laisser un petit peu de découverte aux auditeurs. Merci beaucoup, Rebecca. Je vous en prie. Notre deuxième auteur, Valérie Narval, bonjour. Bonjour. Donc, Valérie nous écrit un roman, La Porte des Enfers, qui se nourrit d'un autre type de relation à la musique. Valérie va plutôt utiliser la musique comme une inspiration, comme un point de départ qui va lui permettre d'envoler sa plume pour son histoire et construire son histoire. Donc c'est une histoire d'amour entre deux jeunes personnages qui vont s'envoler pour l'Islande et découvrir donc tout un monde de légendes fantastiques. Donc on l'a vu, votre point de départ, votre inspiration, c'est à chaque fois une chanson. Chaque chanson a donné naissance à un nouveau roman. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus ce processus, Valérie? Est-ce que l'écoute d'une chanson vous inspire une histoire, ou au contraire, est-ce que vous êtes à la recherche d'une chanson qui va vous guider dans votre création? En tout cas, pour le premier roman, je suis partie d'une histoire, et la chanson s'est imposée à moi. Donc, c'est Oasis Wonderworld. Et ça raconte exactement ce que mes personnages vivent dans le roman. C'est comment puis-je t'expliquer mes sentiments, et peut-être que tu es la personne qui va me sauver. Il y a vraiment un mélange d'amour, un mystère vital dans l'histoire. Et ça m'a vraiment porté, enfin ces paroles, ce refrain, ça m'a vraiment obligée à garder la trame de l'histoire de bout en bout. Et d'ailleurs, je le cite dans le roman aussi. Pour la suite de Clair de Lune, donc La Porte des Enfers, c'est plutôt l'inverse. C'est d'avoir réentendu une chanson qui a gagné l'Eurovision en 2009. Alors tout le monde l'a oublié, mais quand moi je l'ai entendu, je me suis dit c'est exactement ce que je veux pour la suite du roman. Donc c'est Alexander Rybak qui chante Fairy Tale, où il explique: je suis amoureux d'une fée, même si ça me fait mal. On est toujours dans ce mystère de l'amour qui est quand même quelque chose de douloureux, mais en même temps révélateur de la force de ces deux personnages. Et ça donne aussi un rythme à l'histoire, où on est dans une aventure, vous l'avez dit, partent en Islande. Ils vont d'étape en étape à la recherche d'une personne qui a disparu. Il faut que ça aille plus ou moins vite quand même, puisque cette personne est en danger. Et vraiment, j'avais vraiment ce rythme dans la tête quand j'écrivais. Au moment où je relisais aussi, c'était éviter de raconter des choses trop longues, parce qu'il faut que l'aventure avance, il faut qu'on aille sauver Tante Daphné, pour ceux qui s'en souviendront, pour ceux qui ont lu le premier épisode. Et voilà. Et en plus, il y a une connotation très celtique dans cette chanson qui moi me parle beaucoup, puisque les aventures fantastiques ont quand même un petit peu ce relent moyenâgeux parfois. Puis mes héros vivent en Écosse. Enfin voilà, tout ce monde me parlait très fort et a vraiment bercé cette histoire. Donc la musique est présente en filigrane et vous guide dans le rythme d'écriture et de l'histoire. Oui, c'est ça. Le rythme de la musique est là. Enfin, nous avons Nicolas Rasson. Bonjour. Bonjour. Donc Nicolas propose d'emblée
avec son ouvrage une playlist. Cette playlist est offerte au lecteur comme un cadeau, finalement. Et au fil de la lecture, on va se rendre compte que la musique se révèle être le contrepoint de l'histoire de Philippe, le héros de votre roman. Cette histoire avec Philippe, on va la construire à travers 3 parties qui, en fin de compte, vont se rejoindre. Donc, nous avons d'une part les tableaux de l'enfance de Philippe, la crise professionnelle que Philippe traverse à l'âge adulte, ainsi que ses entretiens avec sa psy. Voilà. Et dans le roman de Nicolas, la musique va servir de jalon du temps qui passe, mais en même temps d'emblème de cette génération née fin des années 60, puisqu'il y a vraiment tout ce côté de construction identitaire de ce personnage qui va finalement s'opposer à sa famille bien pensante, catholique, empreinte d'hypocrisie, de non-dit, et cette musique va lui servir vraiment de révolte par rapport à ce milieu familial. Donc, Nicolas, diriez-vous que la musique que Philippe découvre à la sortie de son enfance constitue effectivement cette rupture, ce contrepoint qui lui a permis de s'affirmer en tant qu'individu et de sortir ainsi de la ligne de sa famille bien pensante et de créer ainsi sa propre voix. Donc la musique qu'il écoute aussi, le choix de la musique qu'il écoute, lui a-t-il permis cette catharsis ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un élément important dans le roman. C'est effectivement Philippe qui, à l'adolescence, découvre une musique très différente de celle qu'écoutent ses parents, parce que le point commun, c'est que ses parents écoutent beaucoup de musique et découvrent la musique punk à 13 ans. Et pour lui, c'est vraiment l'ouverture, la voix à nouveau, vers autre chose que ce à quoi les parents voudraient le mener. Et donc, ça lui permet de créer son identité en opposition, en contraste avec sa famille. Quand il découvre les Sex Pistols à 13 ans et qu'il entend la phrase « Nous sommes les fleurs dans la poubelle », ben ça lui parle. C'est vraiment ce qu'il ressent. Et en fait, la musique, pour Philippe, c'est vraiment une adéquation entre lui, son ressenti, et ça lui permet finalement de créer une certaine harmonie dans cette musique, parfois considérée comme un peu brutale. Et ça va l'accompagner dans sa révolte tout au long de sa jeunesse. Plus tard, il écoutera d'autres choses. Il écoutera Bob Marley, et quand il entend Get Up, Stand Up, bats-toi pour tes droits, ben, il se dit, ben, c'est moi. Alors, Bob Marley, c'était d'autres types de droits, mais Philippe, lui, il intègre vraiment ça en se disant, mais oui, c'est moi, je dois me battre pour moi-même, pour exister, pour mes droits. Et ça va aussi au point qu'il va créer un groupe, Philippe, un groupe de musique punk. Ce sont pas des très bons musiciens, mais là, c'est pas l'important. Il peut clamer, crier, et c'est là sans doute que la catharsis intervient, dire je suis pas d'accord, je veux pas vivre cette vie. Alors, il va quand même y rentrer à un moment donné un peu contre son gré. Mais quand à 50 ans, il est confronté à ce choix professionnel, ce conflit de valeurs, il retourne à son enfance et replonge dans cette musique. Et pour lui, ça c'est vraiment essentiel et ça lui permet vraiment de grandir. Et à côté de ça, la musique dans mon roman est aussi quelque chose qui permet de situer dans le temps à un moment donné. C'est une certaine époque, ça crée une certaine ambiance. Ça donne peut-être un fil au lecteur. Alors, j'ai mis effectivement une playlist à la fin du roman. C'est une autre forme de table des matières, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai écrit. Le lecteur en fera bien évidemment ce qu'il voudra. Certains de mes lecteurs m'ont demandé d'avoir une playlist plus étendue, alors je l'ai mise sur un site de partage musical, un site de streaming musical. Et cette playlist permet pour moi de créer vraiment un lien entre la musique et ce qu'il a écrit, de donner peut-être une autre dimension au roman que purement des mots. C'est un roman de mots et de notes. Donc c'est un roman qui ne fait pas que se lire, je crois qu'il s'écoute aussi. Mais ça enchaîne, ça me permet de bien enchaîner justement sur la suite. Nous avons donc eu la présentation de chacun de vos 3 romans. Donc là, je propose qu'on
on discute un petit peu ensemble justement de la place que prend la musique dans votre écriture. Nous avons vu que pour Rebecca, le lien avec la musique, c'était plus un cadre, un décor qui venait structurer son récit. Pour Valérie, une inspiration et une trame rythmique également. Et pour Philippe, un contrepoint, une affirmation de la personnalité, ainsi que un repère temporel. Donc, la question que je me posais, c'est dans quelle mesure est-ce que finalement la musique va venir nourrir et apporter quelque chose que peut-être les mots ne peuvent pas apporter, mais à l'inverse aussi, qu'est-ce que les mots apportent que la musique ne peut pas apporter? Donc, la parole est un petit peu libre à qui... Je pense que les mots, en fait, sont très précis. C'est sûr qu'ils laissent peut-être moins liberté au lecteur au niveau de son imaginaire, plutôt de son ressenti, de ses émotions, tandis que la musique peut apporter une touche plus libre pour développer son imaginaire et peut s'adapter davantage à la subjectivité du lecteur et qui est moins catalysée, guidée par l'écrivain, de par ses mots. Disons que la musique ajoute une dimension supplémentaire qui développera peut-être davantage l'imaginaire du lecteur. Mm-hmm. Ça permet aussi de situer peut-être le roman dans son temps et de lui donner une certaine atmosphère. Ici, dans mon roman où j'ai des jeunes personnages, je vais prendre des musiques actuelles, peut-être pour toucher le public d'aujourd'hui, mais aussi peut-être pour laisser une trace de ce qu'on entendait au XXIe siècle, à ce moment-là, de ce que les jeunes pouvaient écouter, de ce qu'on entendait en boîte. Et comme disait Rebecca, oui, par rapport à ce qu'on a connu et à ce qu'on a entendu, la musique va réveiller des émotions bien particulières. Les mots, c'est linéaire, ça prend du temps, ça permet aussi de travailler l'imaginaire, mais le son va beaucoup plus vite et peut vraiment toucher très très vite et très profondément la personne qui l'entend. Donc avoir la balance des deux, ça peut vraiment apporter beaucoup au lecteur. Nicolas ? Mais beaucoup de choses très intéressantes ont déjà été dites. Moi, je pense que la musique dans le roman a plusieurs qualités et apporte des choses supplémentaires. D'abord, ça peut étoffer les personnages. Je trouve que ça, c'est vraiment très très important. Quand on sait ce qu'écoute un des personnages, on se fait une meilleure idée sans doute de sa personnalité. Ça me semble vraiment extrêmement important. Un peu comme quand on décrit aussi un décor, hein, je veux dire. Mais la musique apporte ça. J'aime beaucoup le lien qui a été fait avec les émotions aussi, parce que ça me semble vraiment très important. La musique, pour moi, donne une émotion peut-être beaucoup plus brutale, beaucoup plus immédiate que la lecture. Et donc, ça permet... je dirais, de peut-être mieux ressentir ce que le personnage, ici essentiellement Philippe, et avec ses amis, peut ressentir. Donc il y a ce côté vraiment d'étoffer le roman, d'étoffer les personnages, et c'est un peu une sorte aussi de dialogue entre l'écrit et la musique, qui trouve peut-être parfois sa meilleure expression quand je cite dans mon roman des extraits de chansons françaises, où là vraiment il y a des mots en français et une musique, quand il cite Renaud, camarade bourgeois, ben là, voilà, on sait ce qu'il veut dire à ce moment-là, et il y a un rapport de temporalité qui permet aussi de situer, c'est le moment où la chanson est sortie et tous les rebelles de son collège écoutent Renaud sur des cassettes un peu distordues. Pour rebobiner avec un crayon. Voilà, exactement. C'est vrai que ça, en fait, d'inclure des morceaux de musique peut aussi donner au lecteur l'envie de découvrir ces morceaux qu'ils ne connaissent probablement pas ou peut-être pas, et d'avancer un peu plus profondément dans la découverte et du héros, mais aussi de ses goûts qui peuvent peut-être devenir ceux du lecteur. Oui, c'est ça. Le lecteur peut alors s'identifier aussi à cette musique. En tout cas, dans le cas de Philippe, ça va parler certainement à toute une génération qui va se rappeler, mai 68, si j'ai bien compris. Ce sont des chansons qui ont marqué aussi leur temps et donc qui vont probablement donner aux gens un repère, mais aussi voilà, se dire oui, moi aussi j'ai entendu ça et
je comprends ce que ressentait Philippe. Dans le cas de Rebecca, c'est pareil. La musique classique, beaucoup de gens vont s'identifier à ces personnages. Dans mon cas, ils sont plus jeunes, mais forcément, mon public aussi est plus jeune. C'est votre fille qui vous a inspiré votre premier roman, si je ne me trompe pas. Ça. Oui. Elle avait 14 ans à l'époque et je trouvais qu'elle lisait pas assez. Donc, voilà, je me suis juste un petit peu interrogée sur ce qu'elle avait envie de lire et de découvrir. Et je ne vais pas dire qu'on l'a écrit à deux, mais enfin, elle a été ma relectrice permanente et me disait non, maman, là c'est trop cool. Parce que bon, on développe une histoire d'amour, donc elle pouvait me dire ça prend plus de temps que ça, tu sais. Je suis d'accord. Tu vas trop vite. Je voudrais peut-être ajouter aussi que dans la dimension musicale, ça a déjà été évoqué, mais pour moi c'est vraiment important. Et donc peut-être le répéter, c'est aussi l'aspect temporalité du roman qui est vraiment très très important. Ça permet, tout en essayant de former une certaine universalité dans ce qu'on écrit, je pense que ça c'est une chose qu'on essaye, mais vraiment de dire c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là, c'est ce que vit une certaine jeunesse. Hein. Toute la jeunesse ne vit évidemment pas ça. Et donc ça permet vraiment de bien situer, je pense, les choses. Après, le lecteur en fait ce qu'il veut. Peut-être que entendre une chanson va lui faire lire une chanson qui est présente dans le roman, va lui donner envie d'aller l'écouter, peut-être même d'interrompre le roman. Puis il y en a peut-être certains qui n'en feront peut-être rien, mais ça c'est la liberté du lecteur, on y reviendra peut-être, mais voilà. Et pour revenir à la temporalité, c'est vrai que dans mon roman, j'ai parlé de musique classique, mais il y a également des références qui sont faites aux chansons de l'époque. Notamment, il y a de la joie avec Charles Trenet, et pendant la période de la guerre, la dérision et l'humour noir avec Ray Ventura qui allait faire pendre le linge sur la ligne Siegfried. Et donc, j'ai fait ces petits rappels pour aussi donner l'ambiance d'une époque où, bien sûr, il n'y avait pas que la musique classique, mais il y avait les petites chansons, la variété, la guinguette a fermé ses volets, et enfin d'autres chansons sur lesquelles on dansait lors des bals musettes, etc. Et que j'évoque dans ce roman aussi. Mais donc vous avez quand même, si je ne me trompe, fait un travail important de recherche pour éviter les anachronismes. Donc dans l'histoire de la musique, vous vous êtes plongé dans l'histoire de la musique de l'époque où vous avez situé votre action. Vous pouvez peut-être nous partager un petit peu ces moments de recherche Volontiers, mais je te laisse la parole. Volontiers. Ça a été, en tout cas, dans mon roman, quelque chose de très très important. C'est la recherche musicale. J'ai d'ailleurs pris, au moment de l'écriture, beaucoup de plaisir à faire ça. Replonger dans tous mes vieux disques. Moi, j'écoute toujours la musique sur vinyle, donc à l'ancienne, de replonger dedans, de trouver des chansons qui à la fois sont de l'époque. Ça, c'est, hein, on a bien parlé de la temporalité, mais aussi dont les paroles colle avec les émotions de Philippe. Je pourrais citer un autre exemple. Dans le roman, à un moment donné, il est avec son frère et il se rend compte la solitude de son frère, la tristesse de son frère, et dans sa tête vient la chanson de System of a Down, Lonely Day, où on parle du jour le plus solitaire de sa vie, avec d'ailleurs en anglais un double superlatif plus ou moins intraduisible correctement en français. Et c'est cette chanson-là qui lui vient en tête. Et pour faire tout ça, pour construire tout ça, il y avait eu tout un travail de recherche. Mais c'était très gai à faire, en tout cas. Oui, de toute façon, c'est vrai que comme moi, le roman se déroule de 1923 jusqu'à dans les années 90. Et fatalement, il y a toute une partie d'époque que je ne connaissais pas, où je n'étais pas née. Donc, fatalement, j'ai dû vraiment lire beaucoup de choses, me documenter sur ce qui se passe à l'époque, les événements politiques, l'histoire, la mode, les voitures et bien entendu aussi la musique. Voilà. Puisque votre personnage est figurant à la Monnaie, donc c'est vraiment oui, en plus c'est vrai que Benoît Roussel, justement pendant ses études, pour avoir un petit peu d'argent de poche, a eu la chance de pouvoir être engagé comme figurant à la Monnaie, et donc de figurer dans certains opéras et de découvrir aussi les coulisses de la grande musique qu'il aimait tant. Et dans La Porte des Enfers, je dirais que moi, c'est la relation avec mes enfants qui va déterminer les choix musicaux qui seront dans le roman.
Ça apporte aussi au niveau relationnel quelque chose de très fort, de dire aux enfants, mais qu'est-ce que tu penses, est-ce que je dois mettre cette chanson-là, est-ce qu'elle est encore à la mode, pour pas avoir l'air trop ringard, enfin voilà. Et au-delà de la musique, moi j'ai dû faire beaucoup de recherches sur les légendes islandaises, sur tout ce qui concerne leur géographie, les volcans, les geysers. Enfin bon, c'est un pays formidable qui évoque la Lune, donc quand on atterrit là-bas, on n'est pas dans le même monde. Mais il fallait vraiment remettre. C'est une histoire fantastique, mais moi j'accorde beaucoup d'importance à la resituer dans un cadre quand même réel. Si les gens veulent voyager, eh bien ils retrouveront sur place à peu près tout ce que je cite, puisque un de mes livres qui m'a été prêté d'ailleurs par un ami, c'est vraiment le tour de l'Islande au travers des lieux et des légendes. Et voilà, c'est vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à découvrir les trolls et les elfes, et comme le voient les Islandais. Il faut savoir qu'ils ont dans leur gouvernement un département spécial pour respecter les trolls, hein, encore aujourd'hui. Donc oui, non, c'est pas pour rire. Donc nous avons d'une part une invitation au voyage pour découvrir les légendes de l'Islande, une invitation au voyage musical plus dans le style rock, punk depuis les années 70, dirons-nous, et une invitation au voyage musical plus ancré dans l'opéra, la musique classique des années 20 jusqu'à fin des années 90. C'est ça. Oui, oui. C'est pour résumer un petit peu bon ce qu'évoquent vos trois romans, qui, en tout cas, quand vous en parlez, ça donne vraiment envie de les découvrir. J'espère que nos auditeurs prendront autant de plaisir à les lire que vous en prenez à en parler. Alors, je voudrais un petit peu voir avec vous, c'est vrai que vous présentez ici votre tout dernier roman, mais on sait que l'écriture d'un roman, surtout on a entendu avec autant de recherches, ça ne se fait pas en quelques mois, ça prend du temps, les idées doivent d'abord germer et puis ensuite s'étoffer. D'où ma question, avez-vous déjà des projets pour le futur ? Si oui, où en sont-ils ? Sont-ils déjà aboutis ou est-ce encore de l'ordre d'un point de départ, d'une chanson peut-être ? Donc la prochaine chose que j'écrirai s'inspire plutôt d'une phrase qu'a écrite un jour un ami probablement dyslexique, où il a écrit « c'est la traversée du dessert ». Et je n'étais pas très sûre de comprendre, je lui dis « tu veux dire la traversée du désert ?» « Oui, la traversée du dessert ». Et je me suis dit « alors, moi j'en ferai un titre, la traversée du dessert à la petite cuillère ». Et je pourrais parler d'anorexie ou de boulimie, mais de nouveau, c'est pas un sujet que je maîtrise. Par contre, je pense que, voilà, c'est je vois très bien sur la couverture quelqu'un sur une coupe de glace en train d'essayer de traverser la vie dans cette espèce de barque pleine de glace. Mais ça demande d'abord une approche très, très délicate des gens qui en souffrent et puis de vraiment se renseigner sur ce que c'est. Donc ça pourrait être un prochain sujet. Et la chanson Banana Split ? Pourquoi pas ? Voilà. Rebecca, des projets ? Je suis en plein dedans. En fait, j'ai entamé déjà depuis de nombreux mois la suite de mon premier roman, en fait, qui s'appelait La Dernière Aube et qui était une saga romanesque qui commençait en 1904 jusqu'en 1942, qui racontait la vie d'une famille de juifs hollandais emportés par les remous de l'histoire. Et comme elle se termine en 42, j'ai eu beaucoup de lecteurs un peu frustrés parce qu'ils auraient bien voulu connaître la suite. Et donc, je me suis attelée à cette suite, mais qui m'emmènera et emmènera également les lecteurs à travers le monde et aussi le passé. Elle va se dérouler de 44 à la Libération jusque dans les années 60.
Et donc, avec des événements aussi importants et intéressants que l'Indonésie, l'indépendance de l'Indonésie, puisqu'un des héros s'est retrouvé dans le précédent roman prisonnier des camps japonais aux Indes néerlandaises, quand c'était encore les Indes néerlandaises. Et donc, après, l'Indonésie va avoir son indépendance. Je pourrais évoquer aussi le Congo belge, l'État d'Israël, puis bon, les années du début de la télévision, l'INR, tout ce qui est très radio, puisqu'un des héros est très passionné par la radio et la télévision, et puis les années 60, avec tout ce qu'on sait, qu'on peut raconter sur les années 60. Donc il y a pas mal de matière. Et la musique sera-t-elle toujours aussi présente? Ben oui, hein, puisque de toute façon, parmi tous ces événements, il y aura sûrement moyen de glisser des morceaux de musique qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont vécus et qui donneront envie aux autres de découvrir. Nous avons hâte donc de pouvoir découvrir également. Et Nicolas, un nouveau projet avec autant de musique? Alors, j'ai un nouveau projet, c'est un recueil de nouvelles qui met les personnages, je dirais, et leurs contradictions, les complexités relationnelles autour de l'écriture et de la lecture. Donc c'est un recueil de nouvelles qui paraîtra début 2022 aux éditions du Cactus Inébranlable. Alors la musique est moins présente, mais elle sera présente à certains moments dans les nouvelles, à nouveau toujours dans cette idée de temporalité, situer, étoffer les personnages. Je pourrais juste en mettre une en exergue qui est vraiment, avec l'importance de la musique, y est très importante. C'est l'histoire d'un fan de musique métal, hein, donc on reste dans le hard brutal, qui est passionné de romans noirs et rêve absolument de rentrer dans un set de lecture et de musique qui partage ces deux passions. Alors je vais pas spoiler le lecteur, mais il va peut-être regretter à un moment donné toute cette aventure. Et là vraiment le fil musical est de nouveau présent avec citation d'extrait d'un groupe de cette musique qui est quand même assez brutale, alors que Basile, le héros de la nouvelle, est tellement gentil que on ne peut ça pas avoir comprend rien. le nom du groupe en primeur? Alors le groupe c'est Mayhem et c'est un groupe de métal norvégien qui s'est fait une réputation en brûlant des églises dans le pays. Enfin, c'est vraiment très brutal. Donc on est carrément dans du trash, si vous me permettez le mot. Et la mère du petit Basile ne comprend pas, elle qui aime Jean-Jacques Goldman, pardon, j'ai fait un bébé toute seule, comprend pas que son fils puisse être aussi gentil, aimer le roman noir et écouter cette musique-là. Voilà. Très bien. Nous avons hâte aussi de pouvoir découvrir donc ces futurs romans ou nouvelles, recueils de nouvelles. Peut-être un petit mot pour la fin. Si vous deviez choisir dans un monde absolument atroce entre le roman et la musique, comme ça, sans réfléchir, qu'est-ce que vous choisiriez? Ben moi, je choisirais le roman parce que bon, rien que pour la musique des mots, pouvoir jouer avec les mots et faire sa petite musique personnelle. Donc c'est pas vraiment un choix en fait. Mais je peux garder le roman parce que je ne suis pas musicienne, donc je ne pourrais pas composer de la musique. Mais malgré tout, c'est une sorte de façon de composer aussi. Tout à fait. Moi, je choisirais le roman aussi, un peu pour la même raison que Rebecca. J'ai malheureusement eu pas d'initiation particulière à la musique et il faut pas me demander de chanter. Mais voilà, je pense que je suis plus à l'aise avec les mots. Par contre, j'écoute de la musique tout le temps et ça restera quand même ma source d'inspiration. Mais dans un monde où je n'ai pas le choix, je pense que je m'exprime mieux au travers des mots qu'au travers de la musique. Et Nicolas? C'est un supplice, hein, cette question, et évidemment. Moi, si je prends le processus artistique, ce sera le roman, parce que je n'ai pas d'habilité particulière en matière musicale. J'écoute beaucoup de musique, mais je n'en produis pas. Même si à l'image de Philippe, j'ai bien eu un groupe punk quand j'avais 14 ans, dont il doit, je crois, rester une vieille cassette à la maison, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de l'écouter. Moi, j'aurais préféré évoquer ce qui fait le lien, c'est plutôt la note ou le rythme, le son peut-être. C'est peut-être le mot son qui ferait le mieux le lien entre les deux. Je pense que tant dans la musique que dans les romans, il y a du son. Et je pense que c'est là-dessus que c'est ce mot-là que je choisirais. J'en choisirais un troisième, le son.
Bien, on va l'accepter. C'est gentil. Eh bien voilà, je pense que nous arrivons tout doucement à la fin de notre entrevue qui était très agréable. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Valérie Narval est présente ici pour présenter son roman La Porte des Enfers. Oui. Nicolas Rasson, Un colibri dans la nuit. Tout à fait. Et Rebecca Niquet, Requiem à deux voix. Oui. Je tiens aussi à remercier particulièrement Catherine Deskeper qui a préparé cet entretien sans malheureusement pouvoir être présente aujourd'hui en raison d'une quarantaine, contrainte et forcée, comme toute quarantaine d'ailleurs. Nous remercions également la maison d'édition Dricot. Et voilà, nous invitons évidemment les auditeurs à se procurer et à dévorer ces 3 romans passionnants. Merci beaucoup.